préparé une chronique spéciale Pearl Harbor, parce qu'effectivement, faut bien commencer à un moment. Donc ce point de départ de Pearl Harbor, au moins pour les Américains, parce que les Japonais sont en guerre en Chine techniquement depuis 1931, hein, donc c'est vrai que nous on dit guerre du Pacifique, mais et qu'elle commence en 41, mais en Asie, la guerre commence depuis 1931 avec l'attaque de la Chine par le Japon. Bon, ça c'est encore un autre, un autre sujet. Donc Pearl Harbor, c'est une attaque qui commence, qui se passe le 7 décembre 41, Ouais. 1941, et c'est une attaque qui fait basculer l'Amérique, les États-Unis plutôt, dans la Seconde Guerre mondiale. Et pour autant, même si elle est célèbre, cette attaque est entourée de clichés, d'erreurs, et surtout, les conséquences qu'en tire en général le grand public sont à l'inverse du vrai désastre de cette journée, désastre japonais celui-là. Donc, ce qui est un peu paradoxal, on se dit c'est une victoire, communément admis que c'est une victoire japonaise, mais à long terme, c'est quand même un désastre japonais. Je vais d'abord faire un petit détour sur comment on en est arrivé là, hein. Ça va être une introduction un peu longue, mais c'est quand même intéressant de savoir comment et pourquoi les Japonais ont décidé de frapper la flotte américaine, puisque Pearl Harbor sort pas d'un chapeau, hein, il sort pas tout cru. Le Japon, depuis la fin du 19e siècle, et donc au début du 20e siècle, ce que tu disais un peu Raph, c'est qu'il est dans une position stratégique extrêmement confortable. Il a fait un boom. Ses guerres contre la Chine en 1894-1895 et contre la Russie en 1904 et 1905 ont agrandi son empire. Et la guerre de 1914 et 1918, dans laquelle le Japon a rejoint les Alliés, a permis d'annexer les territoires allemands dans le Pacifique, donc plein de petites îles qui vont plus tard servir Ok. leur dessin pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc au final, dans les années 30, le Japon n'a pas de véritable rival. La Chine est quasiment en pleine guerre civile, hein, il est découpé entre sphères de guerre, le pouvoir central est extrêmement faible, la Russie est en pleine guerre civile, et la Grande-Bretagne, encore à l'époque, est un allié. Donc techniquement, il ne reste que les USA pour contrarier leurs ambitions, Ouais. qui sont immenses, hein. Les deux pays se font face donc depuis les années 20, et surtout depuis que les USA ont décidé un peu que la Chine, voilà, fallait pas trop y toucher parce que dans leur vision de démocrate, la Chine est une potentielle démocratie et surtout un énorme marché économique. Au final, la Chine va être le point central de leur désaccord, et pour arriver en Chine, le contrôle du Pacifique sera crucial. Lors de plusieurs conférences, Washington en 1922, Londres en 1930, le Japon ne se voit pas accorder la parité de tonnage de navires de guerre, donc c'est-à-dire le même nombre de tonnes que peut avoir un pays en navire de guerre. Donc ils vont pas l'avoir avec les USA et la Grande-Bretagne, ce qui va créer des tensions dans la politique intérieure japonaise, notamment entre le gouvernement et la haute hiérarchie militaire d'un côté, et des courants nationalistes et des jeunes officiers de l'autre, des jeunes officiers de la marine, qui voient ça comme une humiliation. La crise économique de 1929 finit de discréditer le libéralisme qui était encore installé au Japon, et le Japon glisse petit à petit vers un autoritarisme militaire. Couplé à ça, les Japonais donc voient la démocratie comme un modèle failli, et notamment la démocratie américaine, qui serait faible, sans pouvoir, avec une population mélangée. Donc, excusez-moi des termes, hein, c'est mélangé avec des Noirs et des Juifs, qui seraient complètement ramollis et incapables de combattre. Donc, il y a vraiment une vision raciste d'un côté comme de l'autre, hein, d'ailleurs. Les Américains aussi, il l'a pas envers les Japonais, et les Japonais envers les Américains. Donc, comme je l'ai dit, hormis le haut commandement qui est un peu plus modéré, les officiers de l'armée et de la marine qui forment un petit État dans l'État, hein, vraiment, c'est eux qui vont avoir la main mise sur toutes les décisions, sont pénétrés donc de ce mépris de la démocratie et de haine du communisme très très forte, et sont déterminés à imposer leurs idées à leurs supérieurs. Comment ça va se traduire sur le terrain? En fait, ils vont être complètement indisciplinés, hein. Tokyo va avoir quasiment aucun contrôle sur les officiers sur le continent, hein, notamment en Mandchourie. Ça va être une indiscipline totale, institutionnalisée. Et notamment, ils vont exercer des pressions très violentes sur le gouvernement, hein, puisqu'il va y avoir plusieurs membres du gouvernement japonais qui vont être assassinés. Il va y avoir une grande instabilité politique. Un des signes de cette indiscipline, c'est que l'invasion de la Mandchourie en 1931, c'est provoqué par une troupe d'officiers en Mandchourie qui vont absolument pas en référer à Tokyo. Tokyo va être mis devant le fait accompli et vont donner leur aval, mais a posteriori. En 1937,
Encore une fois, du fait d'officiers indisciplinés, ils vont s'embarquer dans l'aventure chinoise, où ils vont s'embourber. Que du fait de la distance, ils vont pas arriver à contrôler le territoire, donc ils vont véritablement Mhm. être enlisés en Chine. Au nord, ils sont bloqués par les soviétiques. C'est la bataille Khalkhin-Gol. Je ne pense pas que la prononciation soit correcte. Donc c'est en juillet-août 39. Donc où les Japonais, avec deux petites divisions, ils vont essayer de tester les soviétiques qui vont les écraser littéralement. Notamment le futur maréchal Zhukov, qui lui plus tard écrasera l'Allemagne nazie. Là, il se fait déjà remarquer à cette bataille en écrasant les Japonais. Et diplomatiquement, les Japonais sont aussi isolés, puisque l'accord avec l'Allemagne qu'ils ont signé n'est rien de plus qu'un bout de papier. Il n'y a aucune coopération entre les deux, aucun partage de renseignements, de mise en commun. Donc il n'y a rien du tout, c'est juste un bout de papier qu'ils ont signé. Donc, situation extrêmement périlleuse et extrêmement de mise en avant, de fuite en avant plutôt. Parce que le Japon pourrait s'arrêter là, mais il continue. À cause des sanctions économiques américaines, la marine pense de plus en plus aux colonies extrêmement juteuses européennes dans le sud-est asiatique. Les colonies britanniques, Singapour, la Ouais. Malaisie, les colonies néerlandaises aussi. Des colonies extrêmement riches en matières premières, pétrole, caoutchouc. Donc, c'est des proies extrêmement alléchantes, surtout que leur pays mère, on pourrait dire, sont affaiblis par la guerre en Europe. Mais pour aller sur ces colonies, qu'est-ce qu'il y a sur le chemin? Les Philippines, qui sont sous protectorat américain. Donc encore une fois, les Américains leur bloquent la route. Donc là, les Japonais vous commencent à voir rouge, puisqu'après les sanctions économiques de l'été 41 et un embargo sur l'essence, les Japonais décident que les ressources doivent être prises de force. Pourtant, économiquement, on peut se dire, bah oui, s'ils n'ont plus de ressources, il faut bien qu'ils aillent les chercher, mais cet entêtement n'a aucun sens, puisque tous les indicateurs, si les officiers étaient logiques, tous les indicateurs sont au rouge et montrent qu'ils n'ont aucune chance de l'emporter. La production d'avions, de voitures, de navires, de ressources, de matières premières est bien plus élevée aux USA qu'au Japon en 1940. Rien qu'en 1940, donc la guerre n'a même pas commencé. Les USA ne sont même pas passés en économie de guerre, donc c'est déjà plus élevé que le Japon, qui lui est en guerre depuis 1931, je vous le rappelle. Par exemple, la part du PIB consacré au budget militaire au Japon en 1940 est déjà le quart, alors qu'il n'est que de 1,6% en Amérique. Le Japon, en fait, va commencer la guerre déjà quasiment à bout de souffle. Un simple chiffre qui va mettre un peu plus de concret sur le quart et les pourcents, qui va montrer le gouffre entre les deux pays, en fait, c'est juste qu'il suffirait aux Américains de doubler leur budget d'armement de 1941, donc environ 6 milliards, pour dépasser la totalité du PIB japonais de 1941. Donc Ah juste oui. leur budget d'armement, ils le doublent, c'est le PIB japonais. Et le Japon n'a pas de potentiel montée en puissance possible. Donc il me semble que les Américains, je crois qu'ils sont à un moment où ils peuvent sortir un porte-avions tous les 6 mois, quoi. Ah, c'est très impressionnant, ils sortent plusieurs centaines, une centaine de porte-avions pendant la guerre, c'est juste fou, quoi. Mais le Japon avait aucune chance en fait face à Oui, un monstre comme ça. ah, mais clairement, c'est une fuite en avant, quoi. C'est juste que s'ils avaient été un peu plus logiques, mais en même temps, voilà, est-ce qu'on peut demander à un gouvernement autoritaire, militariste, qui veut s'étendre d'être Ouais, logique? avoir une logique, ouais, Voilà, c'est comme, effectivement. c'est comme quand on dit, et si Hitler n'avait pas attaqué l'URSS, qu'il aurait gagné? Oui, mais dans ces cas-là, il n'aurait pas été Hitler. Donc, Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on disait la dernière fois. du coup, pourquoi rentrer en guerre? Eh ben, à cause d'une incompréhension de la guerre moderne, puisque, encore une fois, un peu comme chez les Allemands, chez les Japonais, la guerre se résume à une seule frappe, unique, puissante, qui doit conduire à l'effondrement de l'adversaire. Mais c'est une frappe qui, chez eux, dans leur conception stratégique et doctrinale plutôt, je devrais dire, qui se moque complètement des facteurs réels et concrets. Donc, ce qui fait que ça va conduire le Japon à la ruine. Ok. Donc après cette introduction un peu longue, excusez-moi, on va pouvoir analyser un peu l'attaque de Pearl Harbor. Le 7 décembre 41, à 7h51, les Japonais lancent 350 avions contre la flotte américaine du Pacifique, qui est basée à Pearl Harbor, donc sur l'île hawaïenne d'Oahu. C'est une attaque qui dure 3 heures, et au bout de ces 3 heures, tout est fini. Le calme revient. Sur les 8 cuirassés de la flotte américaine, l'Arizona a explosé, et l'Oklahoma a chaviré, pardon. Le West Virginia et le California reposent sur le fond, avec les superstructures hors de l'eau. Le Nevada s'est échoué, et le Pennsylvania, Maryland et le Tennessee sont endommagés, ainsi que 10 autres navires. Sur les aérodromes, le bilan n'est pas mieux. On a 198 avions qui
finissent de brûler tranquillement au milieu des cratères de bombes. Le bilan humain est assez lourd, puisqu'on a 2400 Américains morts et environ 1178 blessés. Et en face, les Japonais, quant à eux, ont perdu 29 avions, 55 aviateurs et 9 sous-marins de poche. Sous-marinier, ouais. Sacré ratio quand même. Hein. Oui, ouais. Quand on voit les chiffres, on se dit Ouais. que c'est une victoire éclatante en fait. Hein. Mais la réalité est quand même assez autre. Puisque en l'espace d'un petit déjeuner, l'Amérique se retrouve en guerre et en plus attaquée sur son sol, qui fait que, certes, c'était un choc pour les Américains, qui sont blessés physiquement, hein, un lourd bilan humain, mais aussi moralement, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une guerre dans la guerre du Pacifique, entre les Américains et les Japonais en tout cas, qui est très empreinte de racisme. Donc ils sont blessés moralement dans l'opinion, la haute opinion qu'ils avaient de leur race, excusez-moi, entre guillemets, hein, parce que c'est la terminologie de l'époque. L'opinion américaine bascule tout d'un coup du côté de la guerre. Après la guerre, les mémorialistes américains ont donc très logiquement mis en avant les côtés désastreux de l'attaque. On a des historiens qui vont même très très loin dans le délire, hein, qui vont augmenter les chiffres absolument, c'est démentiel, hein. Et même des auteurs français et même des auteurs assez récents. C'est ça qui est incroyable, c'est que par exemple Laurent Geoffrin, donc dans le livre Les grandes batailles navales, il écrit que les Japonais détruisent les 3/4 de la flotte du Pacifique, en oubliant tout simplement il y a un tiers de la flotte, dont les porte-avions et 10 cuirassés lourds qui sont en mission. Tous se trompent, plus ou moins volontairement, puisque les Américains, on peut aussi imaginer qu'ils gonflent un peu la défaite pour marquer le coup et pour montrer que les Japonais sont très très forts, mais qu'au final, on les a quand même battus. Donc ils masquent tous le vrai désastre du jour, puisque le 7 décembre 41, on va le faire très très clair, le 7 décembre 41, à 7h51, les Japonais perdent la guerre. Ni plus ni moins, c'est fini. À partir de là, c'est plus qu'une longue pente. Pourquoi? Donc, 3 raisons à cela. Tout d'abord, les porte-avions sont indemnes. De 2, la planification et l'exécution du raid sont très très loin d'être un modèle. Il y a eu beaucoup de cafouillage. Et de 3, ils investissent dans ce qui leur reste, les porte-avions et les sous-marins. Et 4e conséquence, les dégâts réels sont bien moindres que ce qui paraît. Et surtout, ils sont tout petits par rapport à ce que les Américains ont commandé. En 1940, les Américains programment le Two Ocean Navy Act, un accent anglais incroyable, qui commande pour la marine américaine 7 cuirassés, 6 super croiseurs lourds, 18 grands porte-avions, 27 croiseurs, 115 destroyers, 43 sous-marins, 15 000 avions. Enfin, sur 6 ans, la Navy devrait augmenter de 70%. Donc, les petits dégâts faits à Pearl Harbor sont clairement minimes et n'ont aucun, en tout cas sur le long terme, ils n'ont aucune conséquence. Voilà. Puisque, comme tu le disais, Raph, en 1945, les USA alignent 6758 navires de tout type. Incroyable. C'est juste, première Navy du monde, en 1945, c'est assez impressionnant. Finalement, on se dit, en analysant ça, que les victoires spectaculaires japonaises jusqu'à Midway, en 1942, finalement, c'est pas une ascension, ça adoucit la pente, quoi. C'est pas une pente qui fait qui est toute droite, mais ça adoucit la pente, il roule pas trop vite. En apparence, la flotte japonaise, donc qu'on appelle alors encore une fois, pardonnez mon accent japonais, j'ai pas fait japonais LV1, la Nihon Kaigun, elle est en apparence effectivement superbe. C'est la 3e marine du monde. Elle est articulée autour de 10 cuirassés, 10 croiseurs lourds, avec 2 cuirassés géants en construction. Si l'armement est comparable aux navires américains, ils sont plus rapides qu'eux, puisque les Japonais ils misent plus sur la vitesse et une portée supérieure de leur canon pour engager le combat quand ils le veulent, quand et où ils le veulent. Mais cette flotte a aussi des navires plus légers, hein, puisque dans leur doctrine, avant cette bataille décisive, hein, cette bataille la taille plus importante, il y a des opérations d'affaiblissement d'adversaires. Donc ils développent pour leurs destroyers, pour leurs croiseurs légers, leurs sous-marins, une arme redoutable, la torpille longue lance, type 93 en langage OTAN, qui est capable de parcourir 40 000 mètres, ce qui est incroyable, mais bon, en général, ils la lancent pas d'aussi loin.
mais qui, à l'époque de sa mise en service, est une avancée dans les torpilles, puisqu'elle a moins de ratés que les autres. Elle a encore pas mal de ratés, mais moins que par rapport à ses adversaires. Elle est assez fiable. Donc, clairement, c'est une arme dans leur arsenal qui est redoutable. Dans les années 30, l'aéronaval est rajouté, avec une partie basée à terre et une partie embarquée sur les porte-avions. Donc avec le fameux zéro japonais, on entend tout le temps parler dans les films, puisque c'est l'avion iconique de la guerre du Pacifique finalement. Des bombardiers en piqué, des torpilleurs, et pour les porter, ils ont 6 porte-avions lourds et 5 légers. Donc au final, c'est une flotte redoutable, une flotte extrêmement dangereuse, mais pour gagner des batailles, en fait. Elle n'est pas faite pour gagner des guerres, puisqu'elle a fait l'impasse sur plusieurs points, en fait, points cruciaux dans une guerre moderne. Déjà, sa capacité à occuper l'espace maritime. Les Japonais, c'est vrai qu'ils ont assez peu pensé à comment exploiter cet espace, et donc du coup, ils ont fait peu de recherches sur les escortes de convois. Donc, ce qui fait que les sous-marins américains vont faire un travail de dingue, ils vont couler plus de tonnage de navires, tout type confondu, que la flotte de surface. Donc, ce qui fait qu'ils vont exercer un blocus étroit du Japon, qui va priver de matières premières le Japon, malgré leur conquête de l'Indonésie, de la Malaisie. De toute façon, les matières premières n'arrivent pas sur l'île principale, puisque les sous-marins américains sont là. Donc, leurs conquêtes ont un peu servi à rien. Contrôler l'espace maritime, donc c'est les convois, mais c'est aussi contrôler ces lignes de communication. Et ça n'a pas non plus la logistique maritime pour soutenir durablement des opérations. Elle ne peut pas soutenir des pertes durablement, en tout cas, en pilote et en navire. Elle ne peut plus remplacer en fait les navires qu'elle perd. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, elle a peu investi dans la défense antiaérienne. Alors qu'elle a été une des précurseuses de l'aéronaval, elle a très peu investi dans la défense antiaérienne. Mais comme vous pouvez vous en douter, dans la défense anti-sous-marine aussi, et dans le radar. Les navires privilégient donc la vitesse, ils délaissent la protection, ce qui les rend fragiles au coup au but en fait. Ils sont peut-être plus compliqués à toucher, mais au final, dès qu'ils sont touchés, ils peuvent très facilement couler ou être abandonnés. Et c'est un peu pareil pour les avions, puisque le Zéro est un appareil extrêmement maniable, car il est allégé au maximum, il est très très peu blindé, puisque les pilotes japonais, ils adorent les acrobaties au combat. Donc, la flotte japonaise est une arme à un seul coup. Et elle n'a pas l'assise économique pour soutenir des pertes en navire et en avion, et aussi en effectif, puisqu'elle forme d'excellents officiers, des très très bons tacticiens, mais malheureusement des très mauvais stratèges. Et dans une guerre, c'est quand même un peu important d'avoir des bons stratèges pour savoir où est-ce qu'on va. Mais cette formation est très lente, puisque dans l'aéronaval, la formation donc, est excellente encore une fois, tant chez les pilotes que dans le personnel rampant, ça il faut aussi le préciser, mais elle ne dispose d'aucune réserve. Pour Pearl Harbor, la flotte japonaise est obligée de rappeler quasiment tous les pilotes qu'elle a, de faire l'appel du banc et de l'arrière-banc des pilotes, les instructeurs, les jeunes pilotes aussi qui ont peu d'heures de vol. Donc elle a des très bons pilotes, mais en très faible nombre. Un petit chiffre pour vous montrer ça. Au début de la guerre, le Japon dispose de 900 pilotes contre 8000 chez les USA. Concentrons-nous sur Pearl Harbor et affirmons tout de suite que les Japonais ont raté leur attaque. Ils ont enchaîné des erreurs et des gaffes tactiques qui vont mener à un résultat quand même misérable par rapport aux risques consentis et aux moyens investis. 350 avions investis pour couler définitivement 2 vieux cuirassés et un bateau cible, alors que la rade contient 50 gros navires de guerre et 117 autres bateaux divers. Le plan est pensé depuis 1941, depuis janvier 1941, par un certain Genda Minoru, qui est officier dans la marine, et c'est lui qui va fixer les grandes lignes. 2 vagues d'avions pour mettre hors service la flotte du Pacifique pour 6 mois. Mais Yamamoto, donc le chef de la marine, le grand amiral japonais, qu'aujourd'hui encore on encense, on loue pour sa soi-disant modération et brillante tactique, il veut faire les choses un peu d'une manière complètement insensée. Il surestime complètement ses forces. Il imagine un raid à sens unique. Afin de maintenir sa flotte hors de portée d'Hawaï, il veut un raid à sens unique, les aviateurs étant récupérés par des sous-marins. Donc, vous imaginez le gâchis d'aviateurs et d'avions, encore une fois dans un cadre économique complètement désastreux, donc clairement un fantasme. Et pire, les Japonais se rendent compte, mais vraiment peu de temps, je crois que c'est quelques semaines avant le raid, que 3 des porte-avions prévus n'ont pas l'autonomie nécessaire pour faire l'aller-retour. Donc, ils sont obligés de bricoler à la dernière minute des mesures et d'improviser des mesures de ravitaillement en mer,
ce qui, dans un raid aussi risqué, n'est clairement pas conseillé. Une planification à peu près correcte qui se tient sur ses deux pattes. Un autre désaccord entre Genda Minoru et Yamamoto, c'est un désaccord sur les cibles. Yamamoto, il veut couler, lui, les cuirassés, puisque pour lui, c'est le symbole d'une flotte, une symbole d'une puissance. Aujourd'hui, on dirait que c'est le porte-avions. À l'époque, c'est le cuirassé. Il pense que couler les cuirassés, ça portera un grand coup au moral américain. Et ils seront tellement effrayés qu'ils ne feront pas la guerre avant 6 mois. Alors que Genda Minoru, lui, est un aviateur. Et ce qu'il veut détruire en priorité, c'est les porte-avions. Donc, pour respecter les ordres de son chef, il va faire une solution bâtarde. Il va essayer de contenter tout le monde sans se concentrer ni sur l'un ni sur l'autre. Il affecte un peu plus de la moitié de ses avions torpilleurs, donc environ 20 avions torpilleurs sur 40, au cuirassé, et le reste au porte-avions. C'est là qu'il fait 2 erreurs en essayant de contenter tout le monde. C'est que les porte-avions n'ont pas besoin d'être attaqués par des torpilles, puisque le pont d'envol est extrêmement peu protégé. Il n'est pas blindé, c'est un pont d'envol qui est fait de bois. Des bombardiers en piqué, des bombes de bombardiers en piqué auraient fait le job, et donc du coup il aurait pu concentrer ses torpilles sur les cuirassés. Et la deuxième erreur, c'est que curieusement, Genda Minoru sait très bien avant l'attaque que les porte-avions ne sont plus là. Ils ne sont plus sur Pearl Harbor. Et pourtant, il maintient ses ordres en faisant un pari que 1 ou 2 seront rentrés d'ici là. Aucune discipline, enfin aucune rigueur plutôt. Dans un raid aussi risqué, on ne fait pas non plus un tel pari. Donc en plus, les aviateurs qui devaient donc attaquer ces porte-avions soi-disant rentrés, ils vont pas trouver leur cible et ils vont gâcher leur torpille sur le bateau cible Utah, donc qui lui sera coulé. Donc c'est un bateau cible, aucun intérêt. Donc vraiment Alors, un moi, gâchis. j'ai une question, c'est quoi un bateau cible? C'est un bateau sur lesquels vont s'entraîner les autres navires pour les exercices de tir. Ah d'accord, c'est un bateau pour exercice. Exactement, c'est un bateau Ok. cible, trop vieux, donc au lieu de le laisser pourrir dans un port, on va l'utiliser pour que les autres navires s'entraînent à viser un navire. Ok, Voilà. ça marche. Et donc on comprend bien que gâcher des torpilles sur un bateau cible, c'est pas très recommandé. La préparation en amont est très mauvaise et vient l'heure de l'attaque. Et là, grosse confusion. Pourquoi cette confusion? Tout simplement parce que le signal donné est très mauvais. Les Japonais, et dans un raid aussi risqué, ils sont à, 6500 km de leur base, je crois. La surprise est primordiale et ils sont obnubilés par l'effet de surprise. Donc, ils ont prévu un petit signal dans le cas où la surprise est acquise. Une fusée verte sera tirée et les avions les plus lents passeront devant, donc tout ce qui est torpilleur. S'il n'y a pas de surprise, 2 fusées seront tirées et là, c'est les bombardiers en piqué qui passeront devant. Mais, donc encore une fois, là on voit le déficit japonais en communication moderne, en radio. Pourquoi une fusée ils ne pouvaient pas faire ça par la radio. Et avec un signal aussi bancal, il se passa ce qui devait se passer. Une fusée a été tirée, puis une deuxième, parce que une formation n'avait pas vu le premier signal. Ah. Ce qui fait que tous les avions se passent devant et tous les avions se gênent. L'attaque à la torpille, qui était programmée pour durer 90 secondes, dure 11 minutes. C'est long, 11 minutes dans une attaque d'une telle ampleur. Oui. Et la confusion, évidemment, est encore aggravée par les tirs anti-aériens des défenseurs. De plus, donc, ce manque de communication est accentué, est aggravé par l'indiscipline des aviateurs. On a l'impression que c'est une maladie dans l'armée japonaise, l'indiscipline. Et la difficulté de la procédure d'attaque. Procédure d'attaque dont je vous fais grâce ici, la chronique est déjà un peu longue, on va raccourcir. Et donc le résultat est simple, privé d'ordre, stressé par une DCA qui vient de tous les côtés, et venant tous de la même direction, se croisant, se recroisant, les aviateurs, surtout les plus jeunes, puisque je vous ai dit que pour cette attaque, ils avaient dû rassembler tous les aviateurs qu'ils trouvaient, donc des inexpérimentés donc aussi, les aviateurs s'acharnent sur la première cible qu'ils croisent, d'où un gâchis monumental de moyens. Et finalement, c'est pas mieux pour la deuxième vague, puisque en plein briefing, les ordres sont changés, il n'y a plus de porte-avions, les avions vont donc aller finir les cuirassés, ce qui est complètement inutile, puisque la deuxième vague, n'ayant que des bombes de 250 kg, ils ne peuvent pas pénétrer les cuirassés, donc aucun intérêt. Et en plus, avec la fumée de la première vague, la visibilité est forcément réduite et ils vont confondre les destroyers et les croiseurs.
Un petit chiffre pour illustrer tout ça. Pour la deuxième vague, il y a seulement 19% de coups au but. Donc c'est un peu. échec patent pour la deuxième vague quand même. Et l'attaque des aérodromes possède exactement les mêmes tares, les mêmes erreurs que l'attaque des navires. Les héros ont l'ordre de mitrailler tout ce qui bouge, cibles militaires et civiles. Ce qui fait que, résultat, à force de se concentrer sur des cibles non prioritaires, les Américains arrivent quand même à faire décoller des avions et à engranger 8 victoires américaines sur 14 sorties. Ce qui est quand même un résultat qui peut paraître peu, mais qui est quand même impressionnant dans un ciel qui normalement est dominé par les héros. Ouais. Donc, des résultats peu satisfaisants. Mais bon, après, les aviateurs japonais ne sont pas forcément aidés par leur armement, puisque les torpilles, donc les fameuses torpilles longue lance, si louées, sont un peu trafiquées, puisque la rade est à petite profondeur de 12 à 14 mètres. Et les torpilles, normalement, avant de commencer à aller vers leur cible, plongent 30 mètres. Donc, elles sont un peu trafiquées pour qu'elles puissent rester à hauteur de la rade, à profondeur de la rade, mais connaîtront quand même des ratés, environ 25% d'entre elles. Il y en a même qui finiront dans la vase, puisque les petites modifications ne suffiront pas, donc elles plongeront trop, elles finiront dans la vase. Et en plus, les cuirassés, enfin les navires américains étant côte à côte dans la rade, ce qui fait que s'il y en a un qui est entre deux navires, il est quand même plus protégé. Donc au final, c'est vrai que ça contribue à atténuer l'effet de l'attaque. De plus, d'autres bombes qu'ils ont trafiquées, les bombes de 800 kg. Donc c'est des vieux obus de marine de 800 kg qui trafiquent, mais qui seront aussi des échecs, puisque sur 49 de ces bombes, il y en a seulement 10 qui touchent une cible. En fait, il y en a une seule qui réussit, c'est celle qui coule l'Arizona, qui arrive à pénétrer son pont et à exploser dans la soute à munitions de l'Arizona. Donc au final, le bilan du raid est en demi-teinte. Le bombardement des aérodromes est comme un succès. Ils étaient franchement aidés par la compétence américaine qui a regroupé tous ces avions au même endroit, puisqu'ils avaient peur du sabotage, donc ils ont tout regroupé au même endroit. Mais les aérodromes, c'est comme une affaire secondaire. L'affaire principale, c'est comme les navires. Et l'attaque des navires est un échec complet. Les Japonais ont coulé définitivement que 2 cuirassés et donc le bateau cible. Les 2 cuirassés en plus qui sont coulés, c'est des vieux modèles d'avant la Première Guerre mondiale, donc très obsolètes, qui auraient fini à la casse avant le début de la guerre. 3 autres cuirassés sont immobilisés pour 6 mois. Donc au final, très peu de navires coulés, puisque d'autres navires coulés reposent donc au fond de la rade, mais comme je l'ai dit, la rade est très peu profonde. Donc ils vont pouvoir être renfloués assez rapidement et vont pouvoir être modernisés et renvoyés au combat très rapidement. L'objectif stratégique japonais, qui était de mettre hors combat la flotte du Pacifique pour 6 mois, n'est pas tenu, puisque les porte-avions et les croiseurs ont échappé à l'attaque. Les porte-avions notamment étaient partis livrer des avions aux Philippines, je crois. Donc ils ont eu de la chance sur ce coup-là. Et c'est ces porte-avions et ces croiseurs qui vont stopper les Japonais 6 mois plus tard, donc lors de la bataille de la mer de Corail de Midway. Donc au final, Yamamoto a risqué, vraiment c'était un pari, c'était un risque énorme. Il a risqué le fer de lance de l'aéronavale japonaise dans un raid extrêmement risqué. Il aurait dû en prendre en compte dans ses calculs que les porte-avions ne pouvaient ne pas être là. Donc tout ça pour détruire 2 cuirassés, un bateau cible, endommager d'autres cuirassés qui auraient de toute façon été envoyés dans les chantiers navals pour y être modernisés. Clairement, c'est un pari qui est perdant. Quelle option aurait été gagnante en fait pour les Japonais? Qu'est-ce qui aurait pu transformer ce pari en réussite? En fait, c'est l'invasion des îles, tout de suite après le raid. Mais au final, à plus de 6500 km de leur base, l'option est très vite abandonnée. Ils n'auraient pas eu les navires et la capacité à maintenir une liaison avec leur base. Donc l'option est abandonnée, même si, bizarrement, Yamamoto la ressort le lendemain du raid. Je crois que le 8 décembre, il remet l'idée sur la table. Mais après, ils sont occupés par leurs offensives en Asie Sud-Est, donc elle est tout de suite encore abandonnée. Donc au final, quelles conséquences de Pearl Harbor? Tout d'abord, les USA rentrent en guerre contre le Japon. Et l'Allemagne aussi. Même si dans le cas de l'Allemagne, c'est Hitler qui déclare la guerre, mais il ne serait pas tardé de toute façon. Donc encore un échec japonais, puisqu'il voulait les amener à négocier, il voulait frapper l'opinion américaine pour que celle-ci fasse pression pour négocier. L'attaque permet de faire basculer le vote démocrate derrière Roosevelt, le vote démocrate qui faisait obstacle à l'entrée en guerre. L'opinion américaine, quant à elle, était déjà en train de basculer,
C'est vrai qu'on souvent on a l'impression, on a tendance à dire que l'opinion américaine était complètement anti-guerre avant le 7 décembre, et puis le 8 décembre, elle était full pro-guerre. Mais en fait, c'est que c'est un long changement, puisque durant toute l'année 41, elle bascule progressivement. Donc en décembre 41, il y a 97% des Américains qui approuvent la déclaration de guerre, alors qu'en octobre 41, il n'y a que 64% des Américains qui sont prêts à risquer une guerre pour bloquer le Japon. Donc vraiment Ouais. l'attaque a confirmé un mouvement de fond en fait qui était déjà amorcé bien avant. La deuxième grosse conséquence, c'est le basculement du navire autour duquel va se construire une flotte que les anglo-saxons appellent le capital ship, qui va passer du cuirassé au porte-avions. Aujourd'hui, on se dit oui, bah c'est normal, le porte-avions c'est quand même beaucoup plus polyvalent, certes, mais à l'époque c'était pas évident, puisque c'est un peu par défaut qu'ils le font, puisque leur cuirassé est en HS, au moins momentanément. Bah, les Américains misent sur ce qui leur reste, les porte-avions, ce qui va trancher en fait un débat qui durait depuis des années dans la Navy. Est-ce on mise sur une flotte centrée autour des cuirassés ou alors des porte-avions, hein. Donc c'était un débat qui durait. Et bah là, ça tranche, mais un peu par défaut, puisqu'il leur Ouais. reste que ça, de toute façon, donc pas le choix. Et ils misent aussi, donc comme je soulignais avant, sur les sous-marins. Les sous-marins infligent quand même à la marine marchande japonaise 55% des pertes contre 22% en porte-avions. Donc Ok. des sous-marins extrêmement efficaces. Et la troisième et dernière conséquence que j'évoquerai ici, c'est le remplacement des chefs. L'amiral commandant la flotte du Pacifique, l'amiral Kimmel, est démis de ses fonctions et il est remplacé par le plus que compétent Chester Nimitz, qui va dominer littéralement le Pacifique pendant la guerre, entouré d'officiers très talentueux, les amiraux Spruance, Mitchell, etc., etc. Donc cette attaque va permettre de renouveler les cadres vieillissants de la Navy. C'est un peu une sélection naturelle, quoi. Les chefs sont remplacés par des plus jeunes et des plus talentueux. Et donc, si vous voulez, vraiment en tout dernier, après je vous arrête de vous embêter, on peut revenir donc sur les théories du complot qui entourent Pearl Harbor. La principale étant que Roosevelt savait et qu'il a laissé faire. Bon, ce qui était tout d'abord qui n'était pas de son intérêt. En général, entrer en guerre avec une victoire et en étant l'agressé aurait été 1000 fois mieux. Mais bon, depuis 1941, pour vous dire que cette idée fait du chemin et est encore très, très vivace aujourd'hui, depuis Ouais. 1941, il y a au moins 10 enquêtes officielles qui ont été menées chez les Américains. Ah, La d'accord. dernière en 1995, donc vous voyez, c'est vraiment tout récent. Enfin, maintenant, ça commence à plus de 20 ans et c'est quand même assez récent. Par un sénateur qui ne portait pas vraiment Roosevelt dans son cœur et il n'y en a aucune qui a montré une quelconque machination. Rien du tout, nada, que dalle. Les Américains, en fait, ils ont juste été complètement nuls. En fait, il faut juste arriver à se dire que, bah voilà, ils ont raté, ils se sont ratés. Parfois, Ils ça avaient toutes arrive. les pièces ouais, c'est ça, ça arrive. Ils avaient toutes les pièces du puzzle. Ils avaient les informations, mais l'information a très mal circulé à cause d'une lenteur bureaucratique, des conflits interservices. En fait, la faute de Washington, c'est pas d'avoir fait circuler des infos, en fait, de leur service de renseignement. Les informations dont ils disposaient, c'était quoi? Ils avaient un câble de leur service de renseignement qui les informait d'une alerte de guerre imminente et que des actions agressives pouvaient avoir lieu dans les prochains jours. Mais à Hawaï, ils ne se sentent pas trop menacés. À quoi ils pensent d'abord quand on dit action agressive à Hawaï, à plus de 6000 km, ils pensent d'abord à des sabotages. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils regroupent leurs avions, tout Eh simplement. oui. En plus, le patron de l'aviation à Hawaï, le général Short, ne croit pas au radar. Un an après la bataille d'Angleterre, donc voilà, bravo le retour d'expérience. Et donc il néglige complètement sa surveillance. L'officier de renseignement de l'amiral Kimmel dit clairement à son supérieur qu'il ne sait pas où sont les porte-avions japonais, il a perdu leurs traces. Ok. Et pire, il ne prévient même pas son collègue Short qu'il a reçu un câble des renseignements prévenant que les diplomates japonais brûlent leur code. Donc ce qui est quand même un indice de guerre imminente. Les Américains, avec tout ça, se sont même procuré les câbles du consulat japonais à Honolulu, mais vu que ces câbles ne sont pas collectés le samedi, l'attaque par la barre a eu lieu le dimanche, et ils ratent le dernier message japonais qui explicite quant à l'attaque. Le fait qu'ils aient pas collecté les câbles japonais le samedi, le dimanche, c'était la catastrophe. Ouais. Donc ils avaient juste toutes les informations, ils ont juste pas su les mettre bout à bout, ils n'ont pas transmis les informations. En fait, c'est juste de l'incompétence. Et ce qui semble poser problème, en fait, c'est qu'on a du mal à admettre que les services américains ne sont pas tout le temps en mission, en fait, même compétents.
Aucune machination, juste de l'incompétence. Ils se sont bien rattrapés par la suite, aidés par les carences japonaises. Ok. Bah, merci beaucoup pour cette petite mise au point sur Pearl Harbor. Ouais, ça fait bizarre de se dire qu'en fait, des deux côtés, c'était un peu le bordel et que, au final, si les Américains ont gagné, c'est simplement parce qu'ils avaient une puissance économique supérieure, en fait. C'est la guerre moderne, ça elle se joue sur les champs de bataille, Bah, mais La guerre du aussi fric. Ouais, ouais, c'est-à-dire que quand tu penses à Pearl Harbor, tu te dis qu'en fait, c'est vrai qu'avec le recul, toujours, tu te dis qu'en fait, les Américains, la guerre qui arrivait, ils pouvaient pas la perdre. Mais quand le Japonais attaque, en fait, eux, techniquement, ils pouvaient pas la gagner non plus. Mais c'était pas forcément dit, tu vois, qu'ils allaient la perdre. Clairement, c'était à partir de Midway, ça signe le fait que effectivement, la guerre, elle va se prolonger 3 ans de plus. Mais les Japonais, ils auront perdu à ce moment-là. Le but, c'est de mettre un coup de presse, en fait. En fait, l'attaque de Pearl Harbor en soi, elle résulte effectivement de l'incompétence des Américains, mais sur plus long terme et sur aussi une incision sur une chose, c'est que et Léopold l'a très bien dit, c'est que la particularité de Pearl Harbor, ce qui en faisait une force aussi pour les Américains, c'est que la rade est extrêmement basse. Ça veut dire qu'en gros, une attaque conventionnelle maritime a peu de chances de pouvoir être réalisée puisque du coup, en fait, les torpilles touchent le fond assez facilement. Et en fait, il y a un précédent qui a été utilisé par les Japonais. 1 an auparavant, tu as l'attaque du port de Tarente par les Alliés qui surprennent exactement même principe les Italiens. C'est-à-dire que les Alliés, ils vont bricoler des torpilles para-aéroportées pour pouvoir que ça colle au niveau de la rade pour pouvoir torpiller. Et ce que font les Japonais, c'est qu'après l'attaque, ils envoient des spécialistes, ils envoient des analystes pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour éventuellement ensuite l'utiliser à leur fin, ce qui arrivera dans leur projet futur au niveau de Pearl Harbor. Le deuxième truc aussi que les Américains ils ont un petit peu merdé, c'est qu'en fait il apparaît que les Japonais sont procurés des informations qu'ils ont récupérées dans un rapport qui affirme que Hawaï a une certaine partie de l'île qui est beaucoup plus vulnérable à une attaque aéroportée. Ce qui fait que, en fait, ça donne des renseignements pour les Japonais qui peut être utile pour une future attaque. Et la dernière chose, c'est la date. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils choisissent effectivement le dimanche, parce que le dimanche, il y a une particularité. C'est le jour du Seigneur. Bah, alors tu me dis si je me trompe, hein, Léopold, mais il détecte aussi qu'il y a une moins grande activité, donc il y a moins de suspicion en fait derrière d'une contre-attaque assez majeure. Et du coup, ces 3 points ensemble font que si l'attaque dans le fond en fait a été bâclée par manque de temps, elle n'a pas été pas préparée, tu vois, dans cette logique. C'est juste qu'après le fait qu'elle a été avancée parce que Yamamoto il a mis comment on appelle ça, un gambit, il a mis un dilemme. En gros, c'est accepter le fait que j'attaque, sinon je me barre en fait Jamais, quoi, en fait. de l'amirauté et je me casse. Et en fait, comme il avait le soutien de la famille royale japonaise aussi, c'est passé et son attaque a été approuvée. Et c'est ce qui fait que derrière, elle a été la fenêtre de temps était difficile. La contrainte de l'acheminement des avions, etc., font que et même la troisième attaque qui était prévue ne pourra pas se faire finalement, ce qui fait que ça réduit encore plus l'impact qui a finalement décrit Léopold. Alors, rappelons-le d'ailleurs, chers auditrices, chers auditeurs, que Raphaël a écrit une superbe chronique sur Isoroku Yamamoto, c'est ça, je le dis correctement, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Que vous pouvez aller écouter, qui fait partie de son cycle des hommes aux histoires intéressantes. Oui, pas sur Pearl Harbor, c'est un pan de l'histoire, mais c'est ça, plus mais c'est sur la c'est vie sur la vie de l'amiral en Yamamoto. question. Bah, merci beaucoup, Raphaël, pour les petits compléments sur Pearl Harbor. Une bataille qui nous aura permis d'avoir un film fait par Michael Bay qui sortira plusieurs décennies plus tard. Après, si c'est toujours pareil, c'est que la problématique, encore une fois, c'est quand on parle de guerre et que si on veut relater ça en termes de cinématographie, il y a de très grandes chances que ce soit d'un côté ou un autre, il y ait un côté patriote qui fait que ça biaise un peu le Michael Bay. Effectivement, le Michael Bay, il accentue, comme disait Léopold, sur le fait que, en fait, si tu regardes le film, les Américains, ils ont quasiment tout pété, alors que c'est beaucoup plus nuancé. Mais oui, ils mettent beaucoup plus en avant leur erreur de transmission, de communication, etc. Mais par exemple, si on veut vraiment parler du Pacifique et d'œuvres cinématographiques, moi, ce qui m'avait marqué, il y a des exemples que j'aime beaucoup. On parlait de dystopie et d'Uchronie il y a quelques temps ensemble tous les trois.
C'est vrai qu'il y a le Maître du Haut Château qui est quand même magnifique pour ça, mais vraiment une mini-série que j'ai beaucoup aimée, c'est The Pacific, ouais. Donc tu as fait une chronique aussi d'ailleurs. J'ai fait une chronique Vous effectivement. pouvez aller écouter, chers auditrices, chers auditeurs. Fort intéressante avec Band of Brothers. C'est une double série de Spielberg. Ouais, effectivement, ouais, c'est une mini-série qui diffère quand même beaucoup de Men of Brothers, parce qu'on suit plus des individualités, quoi, plutôt qu'un groupe. C'est Donc plus humain. mais elle est vraiment jeune. Elle est vraiment bonne série. Et même si on veut vraiment parler appuyé sur le Pacifique, t'as bien sûr le double duo avec le double vue de Clint Eastwood, Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima. La ligne rouge aussi, un très beau film pour ça. Magnifique. Oh là là. Voilà. Et puis si tu veux partir vraiment sur les extrêmes, un petit peu plus où la guerre est en second degré, on ne parle plus sur les gens. Il y a un très bon film aussi que j'avais beaucoup aimé, qui est très poétique, qui est Furio, avec David Bowie. Avant la guerre du Pacifique, mais conséquence quand même de la guerre du Pacifique, il y a Le vent se lève de Miyazaki qui parle des héros justement. Oui, de l'invention du Mitsubishi Zero, qui est un très bon aussi Miyazaki pour ça. Ouais, donc oui, c'est un théâtre particulier et c'est vrai que tu as l'impression, comme dit Léopold, que quand tu regardes finalement a posteriori, rien ne va dans cette attaque. Il y a aucune logique, mais n'importe quelle personne, je pense, qui s'intéresse un minimum à la guerre et à la façon de la mener, etc., voit qu'en Pearl Harbor, c'est une fulgurance de se dire qu'en fait, on va attaquer à cette époque à 6000 km comme ça. Ouais. Et juste le geste est quand même assez incroyable. C'est un peu précurseur des guerres ultramodernes d'aujourd'hui, en fait, d'attaquer d'aussi loin. Surtout, je pense que ça aurait pu être éventuellement pris en compte, tu vois, si les Américains avaient été contre les Anglais, mais je pense qu'il y a encore au milieu du siècle ce fait que les Américains sont... Il y a une logique où t'es sur un des rares belligérants sur les deux guerres où en fait les mecs, même s'ils ont participé en termes de destruction, ils se sont jamais fait maraver la gueule, puisque du coup on a très peu été sur leur théâtre à eux. C'est-à-dire que la force des États-Unis, c'est qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Europe elle est en ruine, quoi, ou presque. Et là, le fait qu'on les attaque en leur sol, c'est Hawaï, certes, mais c'est en leur sol. Je me souviens bien, Pearl Harbor, il n'y avait pas eu d'attaque sur le sol américain depuis la guerre de sécession, je crois. C'est ça aussi, je pense, qui a aussi joué sur cette notion de réveiller. Mais de toute façon, c'est un peu le même principe que, alors je vais très vite en besogne, mais c'est un peu le même principe que les attentats du 11 septembre. À chaque fois, c'est choc quand les Américains sont attaqués sur leur territoire, ils ont tellement peu l'habitude que ça a fait un éveil de population un peu. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est une logique qui est un exemple qui peut être mis en lien, même pas forcément pour les mêmes idéologies, etc. Et quoique finalement, parce que derrière t'as cette notion aussi de quoi qu'il arrive, de kamikaze et tout, et de logique effectivement de faire un maximum de dégâts. Et surtout de briser un moral, quoi. Alors qu'en fait, à l'inverse, tu le renforces. Je pense qu'à la base, c'est deux idéologies qui pouvaient absolument pas être ensemble et qui du coup refusaient véritablement pas de coexister, mais je pense que le Japon effectivement s'est vu trop grand à un moment, trop extensible, trop éloigné à défendre. C'est force quand t'es super loin avec des petites îles partout, c'est compliqué, quoi. Oui, mais alors par contre derrière, au niveau défensif aussi, derrière ce qui les a sauvés, c'est aussi le fait d'avoir une multitude d'îles, tu vois. C'est que l'avantage est un inconvénient pour les deux. En fait, ton inconvénient finit par devenir un avantage quand tu perds. C'est-à-dire que le territoire est vaste. Plus t'avances dans ton territoire vaste, difficile à défendre, plus c'est compliqué, et puis plus tu te fais bouffer ton territoire, plus toi, ça devient plus facile à défendre, justement. Oui, et puis après, derrière, t'as pas 36 000 endroits où les gens vont aller, c'est-à-dire que ils sont forcément obligés de passer par des petites îles, etc. C'est là où ces fameuses îles, elles sont connues pour ça, hein. Guadalcanal, par exemple, c'est des îles qui, du coup, ont donné nom à des théâtres qui sont importants, que c'est même des boucheries, mais c'était surtout certaines îles. C'est vrai vers plutôt la deuxième moitié de la guerre, à partir donc de 42-43, les Américains ont, afin d'économiser leurs forces, et parce qu'ils n'en avaient pas besoin, ils ont décidé de plus attaquer certaines îles. Ils ont contourné les îles, et ils ont laissé mourir affamés la garnison japonaise, quoi. Donc t'as pas besoin en fait de les prendre. C'est ça. Les seules îles qu'ils prenaient, c'était des îles en fait où il y avait par exemple des cibles militaires telles que t'as un aérodrome. C'est des îles qui ont des importances stratégiques pour de vrai, quoi, en fait. Oui, où ça peut servir de pont aérien pour pouvoir. Si tu conquiers pas juste pour conquérir, tu conquis de manière stratégique pour supprimer les défenses de l'autre, quoi. C'est vrai que j'avais lu, il y a pas longtemps, un article qui assure, je sais plus si c'est Iwo Jima ou sur Okinawa, en fait, l'invasion de l'île et la boucherie qui en résulte, en fait, elle était pas nécessaire, et l'invasion résulte
juste d'un conflit entre la Navy et puis l'armée de l'autre côté, en fait. C'est un truc de malade. Il faudra que je retrouve l'article, que je vous en reparle dans une chronique, parce que Plaisir. c'est vraiment quand on lit ça, tu fais non mais attends, vous avez je sais plus combien, dizaines de milliers de morts et de blessés. Tout ça parce que l'aviation, je crois, voulait des aérodromes indépendants. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. Et quand tu lis ça, tu fais ah ouais, d'accord. Donc vous avez envoyé à la mort vos hommes parce que vous étiez pas contents, vous avez des égos surdéveloppés, quoi. Enfin, Ouais, tout ça pour dire que ouais, je pense que oui, bah de toute façon, si tu as 2 dates à retenir pour le Pacifique, c'est effectivement Pearl Harbor et Midway. Si on enlève bien sûr les bombes atomiques qui font que voilà. Mais derrière, effectivement, la marine japonaise, 3e position. Et de toute façon, je pense que idéologiquement et effectivement, c'est sur un esprit maladif qui fait que par expansion, par souci de voir toujours plus loin, plus grand. Et t'en as parlé, les 2 méga croiseurs qui sont sortis et qui finalement ils vont facilement couler ou servir d'appât. oui. Et je pense, oui, que ça aurait pu être potentiellement un problème si on n'avait rien fait et s'ils avaient atteint jusqu'à la guerre froide, par exemple. Ça aurait été potentiellement ça aurait été une 3e puissance particulière. Mais encore une fois, c'est parce que eux n'ont pas eu encore une destruction sur la première partie de la Première Guerre mondiale qui fait que derrière il y a un surdéveloppement. Je pense aussi que le réveil a été fait que quand les Japonais ont gagné contre les Russes à Tsushima. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. En 1905, 1906, un truc comme ça. C'est, je crois, la première bataille. Comment on explique ça? Perdu par l'homme blanc, entre guillemets, face à la première bataille puissance asiatique. Qui échoue contre une puissance asiatique. Ouais, oui, et puis derrière aussi, il y avait ce fameux style de perte d'épée européenne, style épée européenne sur style japonais, qui aussi. Ça, c'est une légende urbaine, apparemment. Ça, c'est en fait par Nico, vous pouvez aller voir sa chronique aussi. Mais justement, quand il en parlait, et t'avais justement cet environnement un petit peu de comment on appelle, de pas de fake news, mais on a essayé d'en joliser et tout. C'est exactement comme quand Yamamoto, pardon. Sur je sais plus lequel, Pearl Harbor, il dit je crois que nous avons réveillé un colosse au pied de l'argile. Il a jamais dit ça, tu vois. Voilà, c'est et la seule phrase qu'il a dit, c'est je peux tenir en gros la guerre du Pacifique pour 6 mois. Après c'est compliqué parce qu'il savait très bien que au-delà de quelques mois, le temps que les Américains réparent surtout en majorité les questions d'astronefs et tout ça, ce qu'on appelle l'aéronautique, tout ça. Ouais. C'est vrai que les pertes au niveau des cuirassés, tout ça, c'est vraiment très peu, vraiment peu. C'est surtout l'impact psychologique. L'attaque de Pearl Harbor, c'est du psychologique. C'est purement du psychologique. Il y a des morts, hein. C'est quand même près de 3000 morts, 2400, c'est pas rien, hein, en une attaque. Civils aussi, comme disait Léo, 1200 civils à peu près, un truc comme ça. Ouais, ça a un impact, mais effectivement, ça a rendu peut-être potentiellement plus service à Roosevelt. Il y a un côté mythe romancé de cette attaque, à la manière un petit peu où au Moyen-Âge, on va décrire des grandes batailles, alors que ce ne sont que des escarmouches. Mais là, c'est surtout, moi, ce que je retiens de Pearl Harbor, c'est l'idée, c'est les moyens mis en œuvre, et effectivement derrière par plein de trucs que après c'est encore facile parce que nous en tant qu'après historiens on tombe dans la facilité du jugement, mais effectivement si tu as les renseignements de l'époque, t'as la tête dans le guidon avec ce que tu fais, et tu peux pas vraiment prévoir tout ce qui se passe. Il y a des choses qu'on aurait pu prévoir, bien entendu, mais il y a des choses qui malheureusement sont dans l'ordre du hasard et qui après sont analysées avec froideur parce que finalement c'est que des données pour comprendre ce qui s'est passé. Oui, c'est le principe de l'historien, analyse sans émotion ce qu'il a en face de lui. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.